La vie politique pendant l'occupation, voilà un sujet délicat, c'est difficile de séparer les opérations militaires des opérations politiques. Donc en 1940, le gouvernement, qui était réfugié à Bordeaux, se transporte à Vichy. Pourquoi Vichy? Parce que c'est une ville d'eau, dans les villes d'eau il y a beaucoup d'hôtels, donc ça permet de loger les ministères, tout simplement. Et puis Vichy, surtout, c'est en zone libre, car l'armistice prévoit qu'il y ait une zone occupée et une zone non occupée. Et il faut souligner, donc le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs pour faire une nouvelle constitution par l'Assemblée, c'est la même Assemblée que celle du Front populaire de 1936. C'est à souligner. Toute la difficulté de ce gouvernement, donc il y a un armistice pour Pétain, c'est une grande victoire parce que la victoire allemande était tellement énorme qu'ils auraient pu exiger une capitulation. Alors, ils accordent un armistice. Et il ne faut pas oublier qu'en 1918, Pétain était contre l'armistice. Il disait, si on n'a pas vraiment vaincu l'Allemagne, cet armistice ne nous donnera pas en réalité les avantages d'une véritable victoire conduisant à une... Il trouvait qu'on était trop doux. Donc pour lui, qui est dans la situation inverse, obtenir un armistice, c'est une grande victoire. Même si cet armistice va être violé, je le signale, par la convention d'armistice va être violée immédiatement par les Allemands qui vont annexer l'Alsace et la Lorraine, hein, qu'ils avaient perdu en 1919 par le traité de Versailles. Donc la zone libre est plus ou moins indépendante, mais toute la zone occupée, vous avez des institutions allemandes, l'Abwehr, là l'ambassadeur d'Allemagne c'est Otto Abetz, et c'est un peu lui qui fait la pluie et le beau temps. Même le gouvernement de Vichy, tous ces actes sont visés par l'occupation allemande. Mais ça n'est pas une administration directe par un Gauleiter, comme ça s'est produit en Tchécoslovaquie ou en Pologne. Le problème, c'est qu'il va y avoir dès le début une petite fracture entre la France de l'intérieur et le début de la France de l'extérieur. La France est une puissance coloniale, donc il n'y a pas seulement les Français de Londres, hein, qui sont très très peu nombreux au départ, mais il y a tous ceux qui sont en Afrique du Nord. Hein. Il y a toute une armée qui existe en Afrique du Nord, en Syrie, en Afrique noire, en AOF, AEF, etc., qui sont sous l'administration de Vichy. Il faut bien aussi ne pas oublier que ce gouvernement de Vichy, il est légal, il est reconnu par le monde, et surtout il est reconnu par les États-Unis, qui vont avoir mettre beaucoup de mauvaise volonté à changer, de considérer comme légitime le gouvernement de Vichy pour adopter celui de De Gaulle. Il n'aime pas du tout De Gaulle pendant très longtemps. Je vous reparlerai de ça. C'est le coup de Mercel-Kébir. Hein. Churchill, il a un gros défaut, c'est qu'il ne peut pas rester sans rien faire. Et puis, il a à côté de lui un général de Gaulle qui lui dit « la France a capitulé, la France a capitulé, ce qui est faux, c'est un armistice ». Et dans l'armistice, il est prévu que la flotte française ne doit pas servir aux Allemands, et ça va être respecté. Mais Churchill, il se dit « il faut que je frappe un grand coup, il faut que je montre qu'on est prêt à tout ». D'une part, et puis c'était un peu son caractère, il ne peut pas rester sans rien. Et donc il décide de couler, de sommer la flotte qui se trouve en rade de Mercel-Kébir en Algérie, de se rendre. Mais la convention d'armistice interdit qu'elle puisse servir aussi aux Alliés, hein, aux Anglais. Donc l'amiral refuse et la flotte anglaise bombarde la flotte française qui est dans cette rade, et ça va faire 1300 morts. Ça, l'opinion française n'est pas en tout temps favorable aux Anglais, elle se déchaîne contre eux, et le malheur, c'est qu'un des personnages les plus importants de l'époque, c'est l'amiral Darlan, et l'amiral Darlan, c'est lui qui a refait, pendant l'entre-deux-guerres, de la flotte française, la deuxième du monde. Et c'est une des périodes les plus glorieuses de la France française, qui se termine malheureusement pas dans la gloire. Donc ça va gêner, finalement, le double jeu qui devrait... une partie en tout cas des gens qui sont à Vichy et des gens qui sont à l'extérieur cherchent à jouer pour sortir de cette question d'armistice, pour rentrer dans la guerre. Un armistice, c'est qu'une suspension d'armes, donc le but normalement c'est de reprendre la guerre, hein, si ça ne débouche pas sur un traité de paix. Et puis, donc, le gouvernement de Vichy, il est soumis à la pression des Allemands, et donc il va collaborer. Alors, collaborer, ça ne veut pas dire devenir nazi. Hein. Collaborer, ça veut dire essayer de voir si on ne peut pas tirer son épingle du jeu. Donc, le mot est un petit peu ambigu. Et dans un premier temps, pendant que Hitler fait un voyage pour aller voir Franco en Espagne, il espère que Franco va se rallier
au nazisme, mais Franco, c'est un dictateur autoritaire, mais c'est pas un dictateur totalitaire, et du coup, il promène, il fait des grandes belles paroles à Hitler, il lui donne rien du tout. Et sur le chemin, Hitler s'est arrêté à Montoire. Alors ça donne une belle photo, on voit Hitler et Pétain se serrant la main. Alors maintenant, toute l'histoire, en regardez, ils se serrent la main, donc ils sont copains. Moi j'ai serré la main dans ma vie à plein de gens dont je ne suis pas du tout copain, je peux vous le dire. Je la serre aussi à mes copains. En réalité, Pétain qui est assez dissimulateur et assez habile, pas très bavard, il va un peu rouler aussi dans la farine Hitler. Et il va obtenir des concessions. Et donc Verdun, Montoire, cette entrevue de Montoire c'est près de Vendôme, va être considéré comme un Verdun diplomatique en faveur de Pétain. Mais en réalité, sans grand lendemain, parce que les Allemands ne respecteront pas les engagements qu'ils ont pris. Et donc ça n'aura pas de grands résultats. Le premier président du Conseil, si on peut dire, c'est Pierre Laval. Pierre Laval, il ne faut pas se fier à l'image qu'il a à la Libération, il a été fusillé. C'est un radical, c'est un centriste au bout du compte, un homme politique, un des plus grands hommes politiques de la Troisième République, un homme finalement assez rassembleur dans ses positions de départ, c'est pas un excité, etc. Et il est très habile, et il va essayer d'être très habile, et on pourra dire à son propos, habile, trop habile. C'est qu'il y a des moments où l'habileté, dans certaines circonstances, ne règle pas tous les problèmes. Et en fait, Pétain déteste Laval, et le 13 décembre, il le renvoie. 13 décembre 40. Et il va le remplacer par Pierre-Étienne Flandin. Bon, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est que les Allemands n'en étaient pas contents et lui ont donné à Pétain de le renvoyer. Donc vous voyez quand même, le gouvernement de Vichy, il est à la fois indépendant et sous surveillance, donc c'est une situation assez inconfortable. Et il va le remplacer par Darlan. Qui va rester 14 mois au pouvoir. Et Darlan, voilà, il est habile, il louvoie, bon voilà, il essaie de jouer double jeu pendant assez longtemps, jusqu'en avril 42. Mais en avril 42, les Allemands vont trouver que Darlan les roule dans la farine, ou en tout cas c'est l'impression qu'ils ont, et donc ils exigent le retour de Pierre Laval. En avril 1942, parce que finalement la personnalité de Pierre Laval est plus facile à manipuler pour eux. Et c'est peu après que va se produire le premier tournant de la guerre, celui qui va vraiment être décisif pour le gouvernement intérieur français, c'est 8 novembre 1942, le débarquement en Afrique du Nord. Parce qu'en Afrique du Nord, il y a une armée, il y a beaucoup de Français. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils vont se rallier aux Américains? Est-ce qu'ils vont attendre qu'il ne se passe rien? Et puis De Gaulle va arriver en Algérie. Donc tout ça va changer complètement la donne politique. Et du coup, l'entourage de Pétain lui dit, il faut que vous gagniez l'Afrique du Nord. Vous gagnez l'Afrique du Nord. Et vous allez, du coup, après avoir été le bouclier, vous allez être vous-même l'épée, votre prestige, voilà, vous allez réunir les Français et la guerre va reprendre, puisque maintenant on peut espérer gagner. Les Américains ont débarqué en Afrique du Nord, les Allemands sont arrêtés en Russie, ils sont en difficulté en Afrique, etc. Et Pétain estime qu'il doit protéger les Français. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a 1 million de prisonniers de guerre, il y a des problèmes de ravitaillement, etc. Et puis, il faut aussi dire que Pétain est très âgé, il est en pleine forme, mais pour son âge, mais enfin, il est quand même très âgé, et du coup, il fait ce choix de rester en métropole. À la suite du débarquement en Afrique du Nord, d'autant plus que les Américains, les Anglo-Américains, etc., et Français d'ailleurs, vont prendre pied en Italie, etc., et remonter, et du coup les Allemands, pour contrer ce mouvement, envahissent la zone libre, et parviennent jusqu'à Toulon, où la flotte, qui a peur, puisque toutes les conventions d'Armistice sont bafouées, qui a peur d'être réquisitionné par les Allemands, décide de se saborder. Épisode tragique pour les marins français. Et voilà comment se termine la première période de la vie politique intérieure française sous l'occupation.